Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je ne suis pas seul et pour la première fois sur la chaîne, j'ai invité donc l'ami Apo86. Comment vas-tu? Je vais très bien, et toi? Ben écoute, ça va fort bien. Ensemble, on avait déjà parlé, hein, rappelle-toi, hein, de Shining sur ta chaîne, le Tout à vrai fait. Shining de Stanley Kubrick. Et ici, je t'ai invité pour parler d'un film de science-fiction aventure sorti en 1994 aux États-Unis, en 95 en France, le fameux Stargate, la porte des étoiles, oui, puisqu'en français on a précisé hein, la traduction du mot Stargate, réalisé par Roland Emmerich, réalisateur que certains adorent, d'autres détestent, il y en a qui aiment beaucoup, comme Durandal par exemple, et c'est un film qui va faire sa renommée après Universal Soldier à peu près, hein, qui a réuni en son casting quand même le grand Kurt Russell, acteur fétiche de, entre autres John Carpenter, qui joue ici un colonel, un militaire. À ses côtés, James Spader, un jeune scientifique controversé dans sa profession. Citons aussi la présence de Viveca Lindfors, vieille dame, hein, l'un de ses derniers rôles, parce que je crois qu'elle meurt l'année d'après, voilà, actrice suédoise. Et citons aussi la présence de jeunes qu'on ne verra pas forcément beaucoup dans d'autres films. Hein. Jay Davidson qui joue, on va dire, le méchant. Voilà, on va pas en dire plus pour l'instant. Alexis Cruz qu'on reverra dans la série Stargate par la suite, parce que ça annonce la série Stargate, un peu ce film, aux côtés d'ailleurs de Eric Avary, le vieil homme de la peuplade locale, qui a aussi joué dans La Momie, hein, par exemple. Citons aussi la présence de Millie Avital, voilà, qui joue Shaori. Bon, au milieu de tous ces acteurs, il y a quand même une histoire, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Et comme je l'ai dit, voilà, les fans de la série Stargate doivent connaître ce film, parce que c'est le point de départ d'une grande aventure. Là. En grosso modo, l'histoire de cette porte, donc, on va dire mystérieuse, trouvée dans le désert, en Égypte, hein, près de la pyramide de Gizeh, en 1928, un truc métallique qui à l'époque était totalement anachronique, et des années après, l'armée américaine a mis au point quelque chose autour de cette porte, on va pas en dire plus, et on va suivre au début donc ce flashback avec cette jeune fille qui va devenir vieille dame par la suite, et qui va venir recruter un scientifique donc, qui a des théories un peu étranges sur l'origine des pyramides, forcément on se moque de lui, on crierait aujourd'hui au complot pour ce monsieur, et il va être ramené pour ce projet secret où apparemment il va falloir déchiffrer des hiéroglyphes pour peut-être pour faire activer ce portail, voilà, ce Stargate. Et avec lui, on va récupérer aussi un militaire dépressif joué par Kurt Russell, qui a connu un drame personnel et qui va essayer de relancer sa carrière ici, donc dans cette mission qui va les amener très 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 loin au-delà des étoiles. Voilà, sans en dire plus. Science-fiction, aventure, donc ce genre de film qu'on ne fait plus trop aujourd'hui. Et je sais, mon cher Apo, que toi, c'est un film que t'aimes beaucoup. Tu en avais déjà parlé sur ta chaîne au début d'ailleurs, hein, en 2019, ça commence à dater. Et Oui, que tout à fait. penses-tu de ce Stargate, la porte des étoiles? Alors, pour moi, donc Stargate, la porte des étoiles, donc je fais partie un peu du top 5 des meilleurs films pour moi de Roland Emmerich, donc avec Universal Soldier, tu l'as cité tout à l'heure, donc Stargate, Independence Day, The Patriot, et peut-être 10 000 derrière. Voilà. Ça fait partie de ces meilleurs films pour moi. Il y a une très belle réalisation, très bons effets spéciaux. Donc réalisé par Patrick Tatopoulos, hein, qui a travaillé sur la trilogie Underworld, pour pas la citer. Par contre, le film, malheureusement, a eu un accueil un petit peu mitigé en France, même dans le monde d'ailleurs. Peut-être pour son côté un petit peu patriotique, très américain. Les Américains qui sauvent le monde, on en parlera tout à l'heure peut-être dans la zone spoiler. Voilà, c'est un peu la marque de signature hein, des Emmerich. Hein, on le Oui. voit un peu dans Independence Day. De toute façon, hein, dans Godzilla aussi, c'est un peu too much comme d'habitude avec Emmerich. Au-delà de ça, pour moi c'est effectivement un bon film. Un bon film avec un scénario assez original, qui reprend un peu la théorie des anciens astronautes. Je disais tout à l'heure que Jackson aujourd'hui serait un petit peu un conspirationniste. Alors on le verrait plutôt maintenant dans le documentaire Alien Theory. Il n'y aurait pas forcément cette place dedans. Un film à gros moyens également, un gros moyen filmé dans le désert californien Ouais. par 52 degrés en plein soleil. Je sais plus combien il y avait je crois que j'ai vu tout à l'heure, c'est 16 000 je crois Figurant?
Figurant, oui. Attends, j'ai vu Ah là oui, tout à l'heure là. il fallait quand même... Le nombre de figurants. Ah oui, oui, Ouais. bah, il fallait quand même des figurants pour Ouais. faire tous les protagonistes, enfin tous les villageois Ouais. du film. Oui, c'est ça, 16 000 figurants. C'est fou 6 ça. 000 figurants. Ouais. Aujourd'hui, on ferait tout en CGI, hein, vous voyez, c'est... Ouais. Voilà. Ouais, alors à l'époque, non. Voilà. Et il y a eu des millions de bouteilles de litres d'eau Ah bah, tu utilisées m'étonnes. pendant le tournage, des matériaux empruntés à l'armée, Ouais. le GeoWeb, pour désensabler les véhicules, tout simplement, et puis protéger les caméras en plein désert. Bref, c'était des situations de tournage, mais vraiment très 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 difficiles. Hein, pour ce film, hein, on a en plein soleil, en plein cagnard à 52 degrés, j'imagine même pas. Et les moyens, je crois que c'est la pyramide également qui a été reconstituée. Alors c'est une maquette, bien sûr, Oui, mais... mais c'est la plus grosse pyramide. Ils ont pas fait aussi gros depuis, je crois que c'était Cléopâtre, le film Cléopâtre. Ah oui, ouais, oui. Ouais, oui, oui, le fameux film Cléopâtre qui a été un gouffre financier à l'époque. Ouais. Bon là, apparemment, ils ont quand même mieux géré sur cet aspect budgétaire. Alors tu l'as dit, c'est marrant, parce que le film a été assez mal accueilli par les critiques, mais il a eu un succès assez substantiel, parce que sinon, enfin j'imagine, parce qu'il n'y aurait pas eu toutes ces séries derrière. Hein, il y a eu, voilà, donc enfin, j'en ai vu aucune, voilà, aucune de ces séries Stargate, j'avoue. Par contre, ce film, c'est la deuxième fois là, que je le vois pour l'occasion. Je l'ai découvert sur le tard quand même, il y a, allez, 5-10 ans à peu près, hein, dans ces eaux-là. Et c'est dommage parce que j'aurais adoré le voir adolescent. Il y a cette ambiance un peu à la Indiana Jones, forcément. Au début, tu vas y penser avec ses fouilles archéologiques. Ou alors, plus tard, 5 ans après, La Momie, ce très bon film aussi. Enfin, très bon film. Un bon film, mais moi que j'aime bien quand même, avec Brendan Fraser, entre autres. Et là, en fait, je me suis dit, je l'ai découvert un peu tard. C'est pas qu'il a mal vieilli. En soi, il y a une esthétique assez sobre. Je trouve que c'est assez sobre sur le plan visuel. Bien fait, mais sobre. Par moments, on se croirait presque plus devant forcément une série télévisée, justement, mais avec la grandeur du budget d'un film quand même. J'ai pas détesté ce film, mais ce n'est pas un de mes préférés du genre. Cependant, voilà, j'aime bien l'histoire, qui on sent d'ailleurs se mérite un développement encore plus grand et que les séries derrière ont bien géré. Parce que à arriver au bout, j'avais une petite frustration en me disant, ouais, t'as un putain d'univers là quand même, un gros truc, Voilà. mais c'est normal qu'il y ait une série derrière. Après, sur le film en lui-même, je suis un peu frustré par le côté... Voilà, ça manque un peu d'ampleur par moment. Et puis, alors les personnages, il y a beaucoup de personnages, on s'attache plus ou moins à eux, certains sont des stéréotypes, voilà, le personnage de Kurt Russell qui joue bien, hein, mais j'aurais aimé voir un peu plus d'approfondissement sur son côté désespéré, déprimé, on le voit un peu au début, mais après, bon... T'as l'impression quand même que son travail lui fait oublier pas mal de choses, même s'il y a des choses qui reviennent en écho, notamment l'utilisation des armes. Voilà, sans en dire plus. Et moi j'aime bien le personnage donc de James Spader, qui est quand même, donc, citons-le, hein, le docteur Daniel Jackson, sauf qu'il y a un moment, on lui met une petite romance. Bon, c'est là où on voit quand même le cahier des charges des films de l'époque, pas que de l'époque d'ailleurs. Est-ce qu'il y avait besoin de lui mettre une romance? Ça reste un débat et tout. Ça, c'est après les romances qu'il utilise après dans la série. Hein, Mais oui, voilà. Dans pratiquement, je crois, première et deuxième saison. Ouais, mais c'est normal. De la série. Dans une série avec plusieurs épisodes, c'est bien, on va développer plein de choses. Après, sur le film, à un moment, ça ralentit le rythme. Je trouve que le film a des petits soucis de rythme par moment. Alors, on essaye de nous faire donc un petit peu de côté Indiana Jones, à déchiffrer des trucs, tout ça. Oh là là, il faut trouver le septième élément, enfin, pas le cinquième élément d'ailleurs. Tiens, c'est marrant parce que Septième tu, fleuron. tu y penses. Luc Besson, il a dû aimer Stargate parce que tu y penses avec les anciens. Voilà, on le voit avec cette scène hein, dans les cinquième élément. Avec les pyramides et tout aussi. Hein, voilà, on va pas refaire le film ici pour ceux qui l'ont pas vu, mais vous imaginez bien. Donc tu vois ici les influences que ce film a données, et puis les influences qu'il prend aussi, donc Indiana Jones, etc. Le problème de rythme, pourquoi? Parce que moment un peu posé romance, moment on déchiffre et tout, puis après tu as des moments de baston, oui, le côté très militaire, un peu long là, ce qui se passe à un moment dans une pyramide, voilà, bon, avec les méchants et les gentils, mais à la rigueur ça passe pour les années 90. Typiquement ça. Ça passe. Et alors, tu l'as dit, Hein. tu l'as dit avant d'aller dans les spoilers, le côté militariste. C'est vrai que quand même, le capitaine, bon, ça fait très cliché, hein, il a ce petit côté Rambo après l'heure, hein, voilà, même si là c'est plus avec, bon, il y a un côté familial compliqué.
Et il y a certaines scènes qui vieillissent mal aujourd'hui de nos jours, même si pour l'époque encore, le côté tient avec la population locale, donc qui ignore tout de l'Occident, de la modernité. Voilà, on va leur offrir du chocolat, le chewing-gum. À un moment même, on va en faire fumer un en mode c'est cool. Ouais, bon, voilà. C'est amusant, c'est le côté comic relief du film, qui en a pas énormément, si ce n'est au début, là, quand l'autre se fait traîner par une sorte de buffle des sables, là, ou je sais pas quoi. Ça me fait marrer. Comme ils appellent ça. Voilà, le côté maladroit du scientifique qui n'est pas fait pour être sur le terrain, alors que le militaire en a marre, il dit c'est quoi ce boulet et tout. Bon, ça on le voit dans beaucoup de genres de films, etc. D'ailleurs, ça me fait penser, tiens, le boulet, ça me fait penser qu'il y a Djimon Hounsou aussi dans le film, cet acteur béninois qui a joué dans le boulet, mais aussi dans Gladiator, voilà, en parenthèse. Et voilà, donc après ça se suit, il y a une belle mythologie derrière, qu'on va peut-être du coup développer en spoiler. Les acteurs sont pas mal, Kurt Russell a toujours ce charisme, tu le ferais jouer, je sais pas moi, une planche à voile qui garderait le même charisme, Kurt Russell, ça lui va bien. James Spader est bien aussi. James Spader est bien, ouais. Et d'ailleurs, Kurt Russell, donc son rôle là, du colonel O'Neill dans le film, est complètement d'ailleurs en opposition avec le rôle de Richard Dean Anderson dans la série. Oui, il paraît. Oui. C'est vrai que les mémoires d'extraits que j'ai vus, donc avec notre cher MacGyver, Richard Dean Anderson, c'est vrai que là, c'est pas la même chose. Ils l'ont peut-être désaméricanisé suite aux événements du film, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, petit clin d'œil dans la série, puisque dans le film, O'Neill s'écrit avec un L, dans la série, c'est écrit avec 2 L. Et souvent, Richard Dean Anderson, donc l'O'Neill de la série, dit, quand on fait un reproche, quand on dit « Oh, je vais faire un rapport sur vous », il le dit souvent, mettez O'Neill avec 2 L. Il y en a un avec un L, mais celui-ci n'a pas d'humour. C'est intéressant. Est-ce qu'il y aurait ici du symbolisme de l'émancipation? Parce qu'avec les 2 ailes, il a pu se libérer et s'envoler. Allez savoir, non, c'est une très mauvaise blague. Ça. Non, mais voilà. Mais après, du coup, bon, là, je pense qu'on va parler. Ah oui, dernière chose avant les spoilers. La musique. Très bonne musique. Et cette intro, là, très mythique, que j'ai déjà entendue ailleurs. Je me demande si c'est pas l'ami Cinémagique. Allez voir sa chaîne qui utilise ça en intro de ses vidéos. À vérifier, mais... Voilà, j'ai pas vérifié avant, je suis un mauvais élève. David Arnold qui fait la BO. Et c'est pas le compositeur le plus connu, c'est ça qui est bien. Oui, non, du tout, ouais. Voilà, donc ça c'est vraiment un bon point, là, cette BO là, qui est assez épique et qui colle bien à l'atmosphère. Mais du coup, maintenant on va passer, je pense, pour aller plus loin dans les détails. Si vous n'avez pas vu ce film, foncez, si vous aimez l'aventure, un peu science-fiction fantastique, c'est fait pour vous. Les films à la 5e élément, à la momie, voilà, Indiana Jones, bon, voilà, on va pas répéter, mais attention maintenant, spoiler! Alors, cette porte des étoiles, elle nous amène où, mon cher Apo? Eh ben, elle nous amène dans une autre planète, à l'autre bout de l'univers, la planète... Abydos, non? Abydos, voilà. Ouais, c'est Abydos, voilà. Abydos, donc, peuplé par des descendants des anciens égyptiens, puisqu'en fait, ce sont des terriens, des humains, des terriens qui ont été transposés sur cette planète, simplement pour servir le dieu Ra. Et oui, et le dieu Ra qui a pris une forme humaine d'un des terriens, donc, et c'est un extraterrestre derrière. Et donc, tout à fait. Joué d'ailleurs par un Jay Davidson très glacial, cynique, ironique, qui a été assez critiqué pour son jeu, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez original dans ce jeu d'acteur-là, et ça rend le personnage à la fois flippant et t'as presque... Enfin, c'est très étrange ce choix, je trouve. Alors c'est un peu le paradoxe un peu de ces extraterrestres, ces traces extraterrestres, donc dont on prend le nom, encore une fois, dans la série, il s'agit des Goa'uld, simplement, qui sont en fait des parasites. Oui. Donc tu as le côté, donc le parasite très qui prend les humains, qui utilise en fait la technologie pour faire croire à des peuples primitifs qui sont des dieux, en fait ce sont des faux dieux, et l'autre qui derrière peut des fois il remonte un petit peu à la surface, alors, très peu dans celui-là parce que ça fait des milliers d'années donc qu'il parasite son hôte, mais voilà, il y a un petit peu un paradoxe, effectivement, ils sont très flippants les faux dieux dans Stargate.
Et tu l'as dit, ils jouent sur la technologie pour faire peur à une peuplade qu'on a empêché d'évoluer. Voilà, on leur a banni de langage presque. Enfin, c'est quelque chose de particulier quand même. On voit ici comment contrôler une population en mode dictature en empêchant l'accès à certaines choses pour ouvrir l'esprit des gens, etc. Hein. C'est assez montré ici en forme dystopique sur une peuplade qu'on a bloquée dans une sorte de période sans la possibilité de les laisser avancer, donc progresser quelque part intellectuellement ou culturellement, même s'ils ont gardé leur tradition et qu'ils en vivent bien, ils ont l'air plutôt heureux entre eux, quoi. C'est ça le paradoxe d'ailleurs, c'est que quand arrivent les militaires et tout, forcément, ils les prennent pour des nouveaux dieux encore, d'autres dieux qui arriveraient, parce que forcément, en plus, il y a comment il s'appelle, Daniel, Jackson qui porte le symbole de Ra, donc il croit que c'est le retour du dieu et tout. Donc il y a une forme de fascination là, et on voit ici une petite critique donc de cette potentielle dictature qui pourrait arriver, le côté sectaire qui est aussi critiqué ici peut-être, donc il y a des choses intéressantes, avec le vieux gourou. Enfin, pas le vieux gourou, le chef du village, donc joué par Eric Avary, qui veut garder ses traditions, et les jeunes qui apprennent et qui veulent se rebeller, et pas se soumettre face aux dieux, et donc tu as ce soulèvement du peuple à la fin, et ça c'est bien. Ça c'est un bon côté du film, mais ça arrive trop vite. Tu te dis, voilà, toutes ces romances, discussions, machin et tout, puis à un moment, ouais, il y a le soulèvement du peuple, baston et tout, c'est cool. Et il y a une chose qui est passionnante aussi, c'est le colonel O'Neill. Donc le rapport aux armes, voilà, à un moment on arme les villageois, et lui, non, il dit non, enlevez ses armes de ses enfants, pourquoi ? Parce que son fils, qu'est-ce qui lui est arrivé à son fils ? Et ben, il s'est suicidé tout simplement, enfin non, il s'est pas suicidé, il a joué avec l'arme de service du colonel, d'accord, qu'il avait oublié de mettre au coffre, simplement, et il a perdu son enfant, donc c'est terrible. Personne, on ne peut pas survivre à ses enfants, tout le monde le dit, c'est impossible, c'est un traumatisme. Moi en tant que père, je verrais ma gamine mourir devant moi, non, je pourrais pas, c'est un grave traumatisme, personne ne peut s'en remettre. Ouais, c'est vrai. Et donc du coup après, notre cher O'Neill devient presque le nouveau père du peuple, voilà, c'est ça qui lui permet de revivre. C'est paradoxal d'ailleurs, parce que quand on voit, alors comme on est toujours dans la zone spoiler, que le mec emmène dans son pactage une bombe nucléaire au cas où. C'est ça le problème. C'est pour ça que c'est une critique quand même également, le film est également une critique de l'armée américaine, qui en fait toujours trop. Mais c'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression que cette bombe nucléaire, elle est là en mode, pas fusil de Tchekhov, mais pas loin, en mode, tiens, c'est là, bon, on nous le met là, et puis on sait que ça va être utilisé à la fin, mais pas contre le peuple ou pour tout détruire, c'est juste pour tuer les dieux, bon, c'est pratique. Heureusement qu'ils ont amené heureusement, entre guillemets, qu'ils ont amené cette bombe nucléaire, parce que sans ça, ils étaient très 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 mal, quand même. Donc, c'est le paradoxe du film. Un peu téléphoné, peut-être. C'est ça, ouais, bon, allez, on n'oublie pas quand même, on prend cette bombe nucléaire, on sait pas pourquoi, mais bon, ils sont prévoyants, c'est ça, l'idée. Et en fait, ça va servir, alors que c'est quand même un message pas forcément positif. Et le film joue là-dessus, c'est que par exemple, d'un côté, militaire, bombe nucléaire, on brosse un peu les États-Unis dans le sens du poil, mais de l'autre côté, Emmerich nous place cette histoire d'arme à feu pas sécuritaire qu'un enfant a pu prendre. Un message à la NRA, ce lobby des armes aux États-Unis, comme quoi, oui, les armes à feu, ça peut être dangereux si on les a chez soi, parce que les enfants peuvent jouer avec. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent aux États-Unis à cause de ces armes à feu trouvées accidentellement. Donc il y avait un message derrière aussi, et Emmerich il a toujours été un peu ambigu, on le prend pour un patriote, mais c'est un Allemand déjà, premièrement, et il critique aussi, il essaye de critiquer les États-Unis tout en mettant du patriotisme. On voit qu'il est un peu le cul entre deux chaises, parce que pour la production, il faut qu'il brosse l'Amérique dans le sens du poil, mais derrière, il essaye de passer des petits messages. Je crois que Durandal en parle très bien dans son Pourquoi j'ai raison, et vous avez tort sur Emmerich d'ailleurs. Donc ce film a cette ambiguïté-là. Mais en tout cas, quand même, ça reste positif. Puis bon, à la fin, évidemment, ils s'en sortent. Et Jackson reste sur place. Parce qu'il se marie à Shaori. Bon, la romance, ça va servir à ça. Il va servir d'éclaireur. Il faut bien un happy end à ce film. C'est vrai, c'est un happy end intéressant. Il rentre pas chez lui, non, il reste là. Il a trouvé sa place. Parce que c'est vrai, là où il était avant, il n'y avait pas trop de place quand même. C'est que la vieille dame, Catherine, qui lui offre cette possibilité de nouvelle vie. Et donc, par contre, le militaire, on se demande pourquoi il rentre à la limite. Il aurait pu rester aussi, parce que là où il va rentrer, il n'y a plus grand monde qui l'attend, quoi. Mais bon. Ouais, sauf qu'à l'origine, Roland Emmerich voulait faire 3 films. C'était peut-être fin un peu frustrante, on va dire.
voilà, ils voulaient faire 3 films à l'origine, ça s'est pas fait. Les droits ont été rachetés par la Metro-Goldwyn-Mayer, la Metro-Goldwyn-Mayer, puisque la boîte de prod n'existe plus. Donc on a la suite dans la série. C'est bien d'ailleurs. On prend cette fin, cette fin de film dans la série. Ouais, c'est pour ça. Parce qu'il faut savoir que c'est les événements qu'il va y avoir dans ce film ne seront pas sans conséquences. Voilà, c'est pour ça que cette frustration à la fin, hein, c'est compréhensible. Mais heureusement, il y a la série derrière. Ça donne presque envie d'y s'y intéresser. Mais bon, peut-être un jour, hein, après tout, pourquoi pas. À savoir, moi j'ai découvert la série avant le film. Et c'est ça qu'il y a beaucoup de gens ont découvert la série avant le film, il me semble. C'est vrai, on parle plus de la série que du film. Maintenant, quand on pense à Stargate, les gens vont penser à série. D'ailleurs, je crois qu'ils vont refaire une nouvelle série Stargate. C'est pour ça qu'on reparle un petit peu de la série, c'est parce que là, c'est dans les tuyaux. Alors, ça reste encore un projet, hein. C'est un peu une licorne, hein, cette nouvelle série. Puisque, comme je l'ai dit, c'était la Metro-Goldwyn-Mayer qui avait tous les droits. La Metro-Goldwyn-Mayer a fait faillite il y a à peu près une dizaine d'années, de mémoire. Et du coup, tous les spin-offs Stargate sont tombés à l'eau. Hormis une série, une web-série, Stargate Origin, qui se passe avant la guerre, en fait, tout de suite après la découverte de la porte. Ah, tiens, oui, intéressant. Hein. Voilà, donc intéressant. J'ai jamais pu la choper parce qu'elle est en VO et elle est disponible, je crois qu'au Québec, au Canada, du moins, au Canada, pardon. Et très difficile à trouver, mais je pense qu'il faudrait que je me penche dessus. Ouais, voilà, mais c'est vrai qu'on a reparlé de Stargate récemment, c'est l'ami le Mediavore qui en a parlé récemment, d'ailleurs ça a fait exploser sa chaîne là, c'est très bien que les gens s'intéressent à autre chose que des trucs blockbusters qui sortent en ce moment et qui se rappellent nostalgiquement de certaines choses, preuve que cette série d'ailleurs a été culte pour beaucoup de gens. Et le film peut-être moins, mais quand même, quelque part c'est le papa de tout ça. As-tu autre chose à rajouter dans cette zone spoiler? Il me semble qu'on a un peu tout. Donc t'as à peu près tout dit. Ouais, on a tout dit sur le film. On va pas trop en dire quand même. Il faut que les gens voient le film. Ah, justement, on va refermer la zone spoiler parce que comme ça donnera envie aux gens de revoir le film s'ils l'avaient vu une fois. C'est ça aussi. Il y a plusieurs degrés de lecture de ce genre de vidéo. Et notre conclusion avec ta note et ta conclusion sur ce Stargate, la porte des étoiles. Eh bien, c'est un bon film, un bon divertissement. Pas un chef-d'œuvre, mais un bon film. Et moi, je reste sur la note que je lui avais mise sur Sens Critique, je reste sur 7 sur 10. D'accord, alors moi je suis un peu plus sévère, j'ai voulu remonter, parce que j'avais mis 6 la première fois que je l'avais vu, je reste à 6, c'est pas un mauvais 6, c'est juste que dans cet univers-là, dans ce côté film d'aventure, il y a mon côté adolescent nostalgique qui va forcément toujours vouloir comparer un peu à Indiana Jones. Bon, Indiana Jones c'est quand même au-delà, quoi, c'est voilà. Enfin, les 3 premiers, hein, surtout, parce que là, quand même, ce film est meilleur que le 4e, hein, faut pas abuser. Et un peu la momie aussi, mais ça reste sympa. Je l'ai vu trop tard, les décors sont... Il y a beaucoup de jeux sur les décors, si on n'en a pas trop parlé, mais il y a des détails avec ces... Et d'ailleurs, tu as vu la version normale ou la version longue? Non, j'ai vu la version normale. Alors, j'ai l'impression qu'en version longue, ça pourrait être plus passionnant. Ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Peut-être 5-10 minutes de plus. Elle n'existe qu'en VO, c'est pour ça que je t'en parle en tant que prof d'anglais. Tiens, est-ce que tu as vu la VO ou la... Oui, là je l'ai vu en VO. Les films que je découvre sur le tard, en mode hors nostalgie, normalement je les vois en VO. Parce que oui, quand t'as la nostalgie, tu te refais la VF. Là récemment, je me suis refait Last Action Hero. Je pourrais pas jamais. Enfin, je me le suis vu une fois en VO, mais là c'est toujours la VF, quoi. Voilà, il y a des trucs comme ça. Mais ça méritera un débat aussi sur le doublage et tout un jour. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi de ce Stargate. Moi, c'est un plaisir de t'inviter sur ta chaîne également. Bah oui, et puis il y en aura d'autres. La Porte des Étoiles, Stargate. C'est vrai qu'on a d'autres potentiels films comme ça, croisements et tout. Et puis n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Stargate, la Porte des Étoiles, de la série, tout ça. Et n'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Apo86, hein, ce sera bien sûr en description, voilà, parce qu'il faut regarder les descriptions des vidéos des fois, c'est important, c'est très important. Et il ne me reste plus qu'à faire le mot de la fin, mon cher Apo, le fameux à la prochaine, presque, ciao.